Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission du Talk. Je reçois aujourd'hui Aurélien Taché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise et vous êtes surtout l'auteur d'un rapport qui fait beaucoup parler, que vous avez présenté hier avec Édouard Philippe et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, à Lyon. Vous avez remis vos 72 propositions pour une meilleure politique d'intégration en France. On va en parler dans le détail. Vous êtes parti d'un constat d'abord, celui du retard de la France en matière d'intégration. Vous proposez de doubler le nombre d'heures de cours de français, d'améliorer l'accès à l'emploi pour les demandeurs d'asile. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un étranger qui arrive en France, au bout de 6 mois, même si sa demande d'asile n'est pas forcément étudiée, peut travailler chez nous? Alors, effectivement, il y a plusieurs choses sur cette question de l'accès à l'emploi dans le rapport. Il y a notamment une proposition qui consiste à dire qu'après 6 mois, puisque c'est le délai qu'on se fixe pour la procédure d'asile demain, si la France n'a pas été en mesure de vous donner une réponse, on doit vous laisser travailler. On ne peut pas vous priver de cette liberté fondamentale qui est le droit de travailler, car encore une fois, il suffit d'aller rencontrer les personnes qui viennent demander l'asile dans les centres où elles sont hébergées pour voir que c'est ce qu'elles demandent en priorité, qu'elles ne sont pas venues pour demander l'assistance, elles sont venues pour avoir la liberté de construire leur vie et ça passe d'abord par le travail. Donc c'est une mesure importante, mais il y en a beaucoup d'autres sur ce qui se passe aussi pour ceux qui obtiendront le titre de séjour et sur la manière dont on peut reconnaître leurs compétences, dont on peut les former, les orienter vers des emplois où il y a des besoins en France ou pour qu'on ne perde pas finalement les qualifications de ces personnes, puisque ce serait terrible d'ajouter à l'exil le déclassement. Certains redoutent toutefois qu'avec vos propositions en matière d'intégration, ça crée une sorte d'appel d'air en France et une arrivée massive d'étrangers. Je vais vous dire une chose simple, moi je ne crois pas du tout à la théorie de l'appel d'air. Je pense que ça c'est vraiment se raconter des histoires. Quand vous quittez un pays parce que les bombes tombent sur la maison où vous vivez ou celle d'à côté, quand vous quittez un pays comme l'Érythrée parce que c'est une dictature terrible où finalement les hommes sont enlevés et mis dans des services militaires forcés toute leur vie, vous ne vous demandez pas si vous avez le droit de travailler au bout de 6 mois ou au bout de 9 mois. Donc ceux qui utilisent cet argument-là sont en général de toute façon des personnes qui sont hostiles à toute forme d'immigration. Ce que dit cette majorité, c'est qu'on doit avoir une immigration qui est maîtrisée, contrôlée. Ça, c'est la ligne du gouvernement, de ne pas créer de flux supplémentaires. Alors, la ligne du gouvernement, elle dit qu'on a le droit d'asile d'une part, qui est un droit sacré et qui doit être mis en œuvre à partir du moment où les gens en relèvent, sans chiffres, sans volume, sans quota, et il y a aussi un autre droit qui est sacré, c'est celui de pouvoir vivre en famille, c'est le regroupement familial. Vous avez de la famille en France, vous avez un conjoint en France, vous devez pouvoir y venir, mais que par contre, au-delà de ces deux domaines, effectivement, on doit maîtriser l'immigration en France, puisqu'on n'est pas dans un contexte comme on a pu connaître par le passé, où on a besoin d'une immigration économique. Voilà, très importante. Alors, il y a un sénateur, les Républicains, qui a lu avec attention votre rapport. Il s'agit de Bruno Retailleau. Voilà, il a remarqué une chose, 150 fois le mot droit pour seulement 3 fois le mot devoir. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que ça, c'est toujours la dichotomie un peu facile qu'on essaie comme si les droits et les devoirs s'opposaient et comme si certains avaient le monopole des devoirs. Bruno Retailleau s'inscrit dans une famille politique qui revendique ce monopole et qu'à l'inverse, on avait plutôt de l'autre côté de l'échiquier politique, à gauche, des gens qui insistaient uniquement sur les droits. S'il avait lu mon rapport dans le détail, plutôt que de simplement faire cette comparaison entre les mots droit et les devoirs, il verrait que nous, ce que je propose, c'est une autre chose. C'est finalement donner aux étrangers l'autonomie, tout simplement. C'est reconnaître que les gens arrivent avec l'envie de travailler, avec l'envie d'apprendre, et qu'il faut leur donner cette possibilité. Alors évidemment que ça suppose des engagements de part et d'autre. Vous remarquerez que dans mon rapport, je ne propose pas de revenir sur cette notion de contrat d'intégration, qui suppose bien que l'étranger s'engage, finalement, qu'il dise que lui aussi va être dans cette volonté de s'intégrer, de participer à la vie du pays, d'être assidu aux cours qui lui seront proposés. Mais la finalité est bien d'avoir des étrangers qui soient autonomes, qui travaillent et qui puissent construire leur vie en France, au-delà de ces espèces de débats sempiternels sur droit ou devoir qui sont le jeu droite-gauche habituel. Autre chose que vous préconisez, vous souhaitez encourager l'engagement citoyen bénévole pour accueillir les réfugiés en France. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment en raccord avec la ligne officielle, puisqu'en France, on peut être condamné jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si on facilite l'entrée d'un étranger en France ? Alors, moi, je préconise effectivement de travailler la question d'intégration avec les Français, puisque vous pourrez mettre tous les outils que vous voulez à disposition des étrangers, et l'État pourra faire
mettre tous les cours de français possibles, toutes les procédures pour reconnaître les diplômes ou les compétences des personnes. Si on n'a pas un travail en profondeur dans la société avec les Français pour se demander quelle place on veut faire aux étrangers dans notre pays, il ne se passera pas grand-chose et en tout cas, il n'y aura pas une vraie intégration. Donc moi, c'est ça que je propose, mais avec les étrangers qu'on fait le choix d'accueillir, c'est-à-dire avec ceux qui ont la protection au titre de l'asile, avec ceux qui viennent rejoindre de la famille, j'en ai parlé. Et là, il peut se passer des tas de choses. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Français qui donnent des cours des bénévoles, qui s'inscrivent dans des logiques de parrainage en entreprise, qui parfois hébergent aussi, parce que même quand vous avez les papiers, vous n'avez pas forcément un logement immédiatement. Et donc, c'est tous ces Français-là, tout ce travail-là que je propose de reconnaître et de valoriser. Pour ce qui est du délit de solidarité, c'est autre chose. À partir du moment où quelqu'un n'a pas de titre de séjour, mais qu'il est dans une situation extrêmement compliquée, où sa vie peut être en danger, où il n'a même pas de quoi manger, évidemment qu'on doit pouvoir porter assistance. C'est vraiment, à mon sens... Mais ça peut être condamné par la loi. Ça peut être condamné uniquement si le juge estime qu'il y a une contrepartie pour vous. Si vous êtes un passeur, donc là c'est normal, personne ne va s'opposer à ce qu'on condamne les passeurs. Et si, et c'est ça qui a pu faire un peu polémique ces dernières semaines, ou si, pardon, on juge que sur le plan militant, politique, finalement, ça sert une cause qui n'est pas, qui va au-delà de seulement apporter assistance à la personne, qui a quelque part un intérêt à le faire pour vous. Et effectivement, cette notion fait polémique. Moi, en tout cas, ce que je... Est-ce que vous souhaitez y revenir justement sur cette loi ? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on s'assure bien qu'effectivement, ceux qui vont aujourd'hui faire les cordées solidaires dans la Roya, ceux qui vont s'assurer que personne parce qu'il y a des personnes qui, au risque de leur vie, essayent de passer par la montagne et c'est terrible. Ceux qui vont s'assurer que ces gens-là ne sont pas en danger de mort ne soient pas condamnés. Que par contre, en revanche, si vous avez des gens qui sont dans une logique de systématiquement soustraire à la loi française des gens, leur faire franchir une frontière de manière organisée, et quand bien même, peut-être qu'ils ne demandent pas d'argent, mais finalement s'inscrivent dans une espèce de logique qui est par exemple celle des groupes d'Inno Border ou autres, je comprends qu'à un moment, ça puisse aussi interroger au regard de ce qui motive cette solidarité. Vous avez travaillé pendant 6 mois sur ces propositions, un rapport très dense, près de 200 pages, 72 propositions, on l'a dit, elles sont chiffrées à 607 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que dans un contexte de restrictions budgétaires, la France a les moyens de vos ambitions ? Ce qu'il faut aussi, c'est vrai que le chiffrage est de 600 millions d'euros, mais ce qu'il faut se demander, c'est combien coûte l'inaction et l'inertie. Aujourd'hui, de ne pas apprendre le français à ceux qui arrivent, de ne pas se donner les moyens finalement de construire des formations pour qu'ils puissent travailler dans des domaines où il y a des besoins en France, ça conduit beaucoup de ces personnes qui sont pourtant accueillies en France à basculer dans une forme de précarité et donc à devoir solliciter les minima sociaux, à devoir parfois même faire appel à des centres d'hébergement d'urgence qui coûtent extrêmement cher aux contribuables et qui sont utiles quand il n'y a pas d'autre solution, mais qu'on aurait certainement pu éviter en investissant. Et c'est bien ce que je dis dans mon rapport, en passant dans une logique d'investissement social plutôt que de prise en charge par la suite. Et je crois que ça coûte aujourd'hui beaucoup plus cher que les quelques centaines de millions d'euros que pourrait coûter une logique d'investissement. Est-ce que vous savez concrètement ce que le gouvernement va retenir de vos propositions et ce qui va être dans la loi ? Alors, il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont été faites hier par le Premier ministre dans son discours, où il a déjà indiqué notamment qu'il réunirait un comité interministériel pour bien travailler sur l'ensemble du rapport. Non, il n'a pas annoncé de calendrier, mais dans les prochaines semaines, j'imagine. Il a aussi dit que, par exemple, sur des propositions qui consistaient à ouvrir l'école aux parents pour que les parents étrangers qui ne maîtrisent pas le français puissent prendre des cours de français dans l'école, il souhaitait qu'on puisse faire cela. Il a aussi dit sur cette fameuse mesure que vous évoquiez tout à l'heure qu'il était effectivement d'accord avec le fait, effectivement, qu'au bout de 6 mois, on puisse laisser les gens travailler. Ça, c'est extrêmement important et il l'a bien rappelé hier. Et il a enfin évoqué un certain nombre aussi de choses, notamment sur le doublement des heures de français. Donc vous voyez qu'il y aura un certain nombre de mesures qui seront reprises. En tout cas, c'est déjà annoncé. Et pour le reste, j'espère convaincre sur l'ensemble des autres propositions. Par contre, on n'a pas encore beaucoup entendu Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sur vos propositions. Est-ce que vous êtes vraiment sur la même ligne ? Est-ce que vous savez s'il soutient l'intégralité de vos propositions ? J'ai remis le rapport hier, donc le ministre va prendre le temps de prendre connaissance des 72 propositions. Vous avez dit qu'il était dense, qu'il était long, mais en tout cas, à chaque fois qu'on a eu des échanges, il était vraiment sur, lui aussi, ce constat qu'on ne fait pas assez en matière d'intégration et qu'il fallait donc aller beaucoup plus loin. Après, voilà, il faut le temps nécessaire pour expertiser l'ensemble de mes propositions et c'est bien normal.
Le texte projet de loi Asile-Immigration sera présenté demain au Conseil des ministres. On sait qu'au sein de la majorité, au sein de votre groupe, notamment à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de débats. Certains trouvent le texte dans ses orientations trop restrictif, trop liberticide. Est-ce que vous entendez ces inquiétudes-là ? Non, mais je comprends qu'encore une fois, on s'interroge sur est-ce que ce texte va répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Les objectifs qu'on s'est fixés, il faut les rappeler. C'est une procédure d'asile qui est plus courte. C'est intolérable qu'on mette presque 1 an à donner une réponse à quelqu'un pour savoir s'il va pouvoir faire sa vie en France ou non. C'est aussi tirer les conséquences de la décision d'asile. Si elle est négative, il doit y avoir plus de retours qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il y en a très peu, et ça veut dire qu'on a finalement un dévoiement quelque part de cette notion même de l'asile. Et si elle est positive, il y a plein de choses à faire en matière d'intégration, on en a parlé. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, les collègues qui s'interrogent, ils se demandent si on a bien dans la loi l'ensemble de ces objectifs qui sont atteints, si le fait d'avoir une procédure d'asile aussi qui fonctionne mieux, ça permettra de la garder aussi ouverte qu'auparavant, et c'est normal, et que si on doit avoir plus de retour, ça doit se passer dans la dignité des personnes, et qu'il faut donc qu'on soit vigilant à ce que, par exemple, sur des procédures contraintes, on est bien... La durée de rétention, c'est un point qui inquiète beaucoup de députés. On le passerait de 45 à 90 jours. Oui. Est-ce qu'il faut amender sur ce point ? C'est la proposition du gouvernement, et moi je pense qu'il faut qu'on puisse d'abord débattre pour savoir si effectivement le fait de passer de 45 à 90 jours va permettre d'avoir plus d'éloignement. Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Oui. Si ça l'est, alors ok, il ne faut pas avoir de tabou. Si on constate que finalement cette durée de rétention plus longue ne permet pas d'avoir plus d'éloignement, alors à ce moment-là, il faut s'interroger, parce que la rétention, c'est pas neutre. J'ai des collègues qui ont été visiter des centres de rétention ces derniers jours, et je peux vous dire qu'ils comparé à de la prison même. Voilà, qui ont dit qu'il y avait des conditions qui étaient quand même très dures, donc il faut avoir ça en tête. Aurélien Taché, on vous présente parfois comme l'anti-colon, comme la caution humaniste ou sociale de cette majorité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, j'ai eu la chance, parce que Gérard Collomb m'a fait confiance, parce que le Premier ministre m'a fait confiance, de pouvoir travailler sur le sujet de l'intégration. Alors forcément, la question de l'intégration, c'est plutôt le volet où finalement on regarde avec ceux à qui on a donné un titre de séjour comment on trouve une place en France, comment on construit cette place. Donc ça peut être vu comme plus positif que les sujets qui Vous avez le bon rôle, on va dire, dans ce sujet. Et c'est bien pour ça que je reste vraiment très modeste, et que la fonction de ministre de l'Intérieur, elle est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez à gérer cette question de l'intégration, mais vous en avez à gérer d'autres, et notamment celle de l'éloignement. Et on ne peut pas avoir une politique migratoire complète sans traiter l'ensemble des sujets. Donc encore une fois, aucune opposition, simplement moi je ne traite que d'une partie du sujet. Merci beaucoup Aurélien Taché, merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on pose vos questions avec Julie Coulon-Profisi. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Bonjour Mathilde, bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Alors ça réagit beaucoup, puisque le sujet de l'immigration fait toujours beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On a une première question de Franck qui nous dit pourquoi ne pas inventer une immigration choisie en fonction des diplômes et des besoins de la France comme cela se fait au Canada ? C'est une vraie question. Aujourd'hui, cette majorité, elle est plutôt dans la logique de dire il y a une urgence au niveau de l'asile, parce que vous connaissez les crises qui bouleversent le Moyen-Orient ou la Corne de l'Afrique, et donc la France doit continuer de prendre sa part dans l'accueil des réfugiés. Mais moi, ce que je propose en disant qu'il faut mettre le paquet pour que ces réfugiés qu'on accueille apprennent le français, soient formés pour travailler, ça revient finalement à dire qu'effectivement, on a aussi des besoins en France, et que si ces personnes peuvent y contribuer, eh ben c'est gagnant-gagnant. Je veux dire, on aura protégé ces gens, mais en plus, on leur aura permis, parce que beaucoup sont dans cette logique, de rendre au pays qui les accueille. Et je peux vous assurer que vraiment, tous ceux que j'ai pu rencontrer sont là-dedans. Donc, je ne sais pas si c'est une immigration choisie, mais en tout cas, c'est se donner les moyens de faire de l'immigration une chance. D'accord. On a Jérémy qui réagit par rapport à ce que vous disiez sur le fait de donner de l'autonomie aux immigrés, et qui dit donc ce serait de mettre des gens à travailler à 400 € par mois, donc je pense qu'il exagère en disant ça, en égalité avec des gens qui veulent être payés 2 000 € par mois, ça constituerait une forme de dumping social et de concurrence. Est-ce que vous lui répondez ? J'ai envie de répondre à Jérémy que les lois françaises s'appliquent à tous, et y compris aux étrangers qui travaillent sur notre sol. Enfin, je veux dire, on a un salaire minimum en France, il doit s'appliquer à tout le monde, et il n'y aura aucun dumping social de l'intérieur, comme le semble craindre Jérémy. Donc on a une autre question de Jean qui nous demande
Donc on parle en ce moment beaucoup de l'absentéisme des députés. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes vous-même souvent absent? Alors moi j'ai dû, en raison du rapport, passer beaucoup de temps en dehors de l'hémicycle pour auditionner les gens qui me semblaient importants d'entendre dans le cadre de mon rapport. Mais non, au-delà de ça, vraiment on a quand même plutôt une situation inverse. C'est-à-dire que quand vous discutez avec les huissiers à l'Assemblée, les gens qui connaissent cette maison depuis longtemps, ils vous disent qu'ils n'ont jamais vu des députés aussi assidus, aussi présents en séance, aussi présents dans le cadre des travaux parlementaires. Donc voilà, tout est relatif. Question de perception. Qu'est-ce que vous pensez de François de Rugy qui veut faire appliquer les sanctions justement contre les députés absentéistes? Alors, bon, moi, en plus, j'ai toujours commencé par parler de sanctions. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres manières d'aborder le sujet. Non, moi, je pense que ça fait écho aussi à ce fameux lundi où on est revenu du traité de l'Élysée. Exactement, sur le traité de l'Élysée où un certain nombre de collègues étaient absents. Et c'est vrai que là, je peux comprendre finalement qu'il y ait eu quelque part qu'on se dise que collectivement on avait un peu raté quelque chose, parce que c'est vrai que c'est extrêmement important la question de l'Europe pour cette majorité, et qu'au moment où le nouveau traité de l'Élysée, c'était un lundi, ce jour où traditionnellement les parlementaires sont en circonscription, qu'on n'ait pas été plus nombreux, c'est dommage. Donc il aurait fallu certainement qu'on puisse être plus nombreux, et ça je le comprends parfaitement. Donc tout autre sujet avec Flo, qui est un habitué de l'émission et qui vous demande est-ce que la réduction des salaires et des privilèges des hauts fonctionnaires font partie des choses que vous voulez défendre? Alors on s'éloigne un petit peu du sujet purement de l'intégration, mais c'est pas grave. Je pense que il faut regarder là aussi au cas par cas si c'était les hauts fonctionnaires et, excusez-moi, les salaires et les privilèges des hauts fonctionnaires. Ah, les salaires et privilèges des hauts fonctionnaires. Non, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire pour réformer notre fonction publique, pour réformer l'administration et les services publics. Mais en revanche, il y a des gens là-dedans il y a des hauts fonctionnaires qui font un travail remarquable, qui est extrêmement exigeant. Je pense à nos généraux, je pense à toute une série de personnes, et c'est normal aussi que ce soit rétribué. Donc s'il y a des privilèges qui peuvent paraître comme décalés, hors du temps, qui sont des survivances, très bien, moi j'ai pas de tabou. En revanche, qu'on soit bien payé dans la fonction publique, ça me semble important pour avoir aussi les plus grands talents et qualités à des postes importants. Et dernière question, hier soir, donc, il y a eu de nouvelles déclarations de Laurent Wauquiez qui ont été diffusées. Et dans celle-ci, il qualifie les membres de La République En Marche de guignols et il dit que votre majorité a mis en place une, je cite, dictature totale en France. Qu'avez-vous envie de lui répondre? Dictature totale, hein, les mots ont un sens. Laurent Wauquiez, il me semble qu'il s'égare là quand même quand il emploie des mots ainsi. Alors je ne sais pas s'il voulait impressionner son auditoire ou si vraiment il savait, et peut-être qu'il le savait d'ailleurs, que cette vidéo allait être reprise. Seul lui peut le savoir, mais non, moi je trouve que c'est vraiment pas faire de bien au débat public que encore une fois, tout confondre, que d'encore une fois galvauder des notions qui sont que Laurent Wauquiez s'interroge un peu sur ce que vivent ceux qui sont vraiment dans des dictatures totales. J'ai parlé de l'Érythrée tout à l'heure pendant notre échange ou ailleurs, et qui nous qualifie de guignols. Je ne vais pas dire que je considère ça comme un compliment, mais en tout cas ça ne me fait ni chaud ni froid. Est-ce que vous demandez des excuses publiques de Laurent Wauquiez après ses propos, pas seulement sur les députés En Marche, mais aussi sur Gérald Darmanin, sur Nicolas Sarkozy, tout ce qu'on a pu entendre depuis la fin de semaine? Ça en mériterait. Mais moi, je ne considère pas que dans l'action politique et dans le débat démocratique, appeler sans cesse les uns ou les autres à faire des excuses servent à grand-chose. Les électeurs et les citoyens jugeront les propos de Laurent Wauquiez. Merci beaucoup Aurélien Taché, merci beaucoup Julie. Merci. À demain pour une nouvelle émission du Talk.